Nous avons vu, dans l'épisode précédent, l'enchaînement des événements ayant conduit à la victoire de Garibaldi et des séparatistes aux élections de 1871. Nous allons voir maintenant les événements ayant cette fois-ci conduit à l'insurrection des Niçois, ainsi que leurs conséquences sur Garibaldi, la vie politique locale et sur le séparatisme niçois. Les troubles débutent véritablement le 9 février, lorsque le préfet publia une proclamation et un arrêté pour faire fermer le diritto, accusant le journal d'agiter et semer le trouble en ville, et lança aussi des perquisitions à la fois contre le journal et contre les chefs de file séparatistes, accusés de comploter afin d'exciter la guerre civile en armant les citoyens les uns contre les autres. À la situation électrique en ville, l'attitude et les actes du préfet Dufraisse n'arrangèrent pas les choses. Les Niçois, choqués, sentant qu'on voulait leur confisquer leur victoire, se révoltèrent et Nice bascula dans l'émeute. Lorsque les magistrats chargés de faire appliquer l'arrêté préfectoral se présentèrent au bureau du diritto, ils sont cernés par une foule hostile. Le préfet enverra des marins postés à la préfecture pour protéger les magistrats, mais ils seront pris à partie et assaillis de projectiles dès leur arrivée. D'autres soldats arrivèrent peu de temps après en renfort et seront eux aussi attaqués, la foule cherchant à les désarmer. L'arrivée des gendarmes à cheval disperse la foule, mais les émeutiers se regroupèrent et prennent la direction de la préfecture qui subira un véritable siège. Un déluge de pierres s'abattant sur l'édifice, brisant les vitres de la préfecture, alors que des manifestants tentèrent de forcer l'entrée. Le secrétaire général de la préfecture ordonne aux manifestants de se disperser, mais il sera accueilli sous les huées et par les cris « Viva Garibaldi, vive l'Italie, à bas les faillots !» Les marins, stationnés sur la place de la préfecture, se feront frapper à coups de poing, de cannes et de casse-tête. Les émeutiers se sont réfugiés sur les terrasses du Cours Saléa, d'où ils lancent des pierres sur la troupe. La circulation est interdite autour de la préfecture et le calme revient au cours de la nuit. Le lendemain, dans la matinée, le préfet ordonne l'arrestation d'un certain nombre d'individus qu'il considérait comme les meneurs. Quand les arrestations des principaux meneurs sont connues, une nouvelle manifestation a lieu et regroupe 200 à 300 personnes sur le Cours Saléa. Des gendarmes dispersent les manifestants. Le soir, des groupes se reforment et sont dispersés, mais les hommes en faction reçoivent des pierres qui leur sont lancées des étages supérieurs des maisons. À 10h, le secrétaire général décide de se rendre dans les rues, signalées comme particulièrement hostiles, accompagné d'un peloton de sergents de ville. Quelqu'un tire 3 coups de feu, vraisemblablement sur le secrétaire général de la préfecture, qui n'est pas touché. À 11h30, le calme n'étant pas revenu, le secrétaire général redescend et constate que les marins subissent encore des jets de pierre. La police fait alors évacuer les petites rues proches de la préfecture et le calme revint peu à peu. Le lendemain, le préfet prend des mesures pour empêcher les attroupements et maintenir l'ordre. Entre-temps, le diritto, aussitôt interdit, aussitôt réapparu sous le nom de Voce di Nizza, avant d'être interdit à son tour pour réapparaître sous le nom de Pensiero di Nizza. Henri Sapia, fondateur de l'Accademia Nissarda et de la revue Nice Historique, témoin oculaire de ces événements, raconte dans Nice Contemporaine. Toute la rue de la Terrasse, le cours et la place de la préfecture sont occupés militairement, et la foule débouchant sur la place Saint-Dominique, voyant le déplacement de tant de gens armés, s'infiltre dans la rue du gouvernement. Une formation importante de marins armés de revolvers et de fusils se fait entendre. Et pendant que l'on voit les vitres qui tombent en miettes et s'éparpillent, l'on entend une décharge de mousqueterie. Plusieurs badauds sont blessés et sur de nombreux murs, les traces de ces balles laissèrent de profondes traces, que nous avons voulu constater de nos yeux avant de quitter Nice. Comme le dira Sapia, les baïonnettes françaises dans les poitrines niçoises confisquèrent le choix démocratique des Niçois. La presse étrangère, en particulier le Times, rapporta également dans ses colonnes les émeutes à Nice. Mentionnons également les baïonnettes évoquées par Sapia. Le Times évoque aussi la crainte du préfet de voir les volontaires garibaldiens de porter une assistance aux insurgés niçois. Le préfet ordonna donc aux garibaldiens de déposer les armes à la gare d'Antibes et leur interdire de s'arrêter à Nice. Le préfet fit arrêter plus de 200 personnes. Il lança un mandat d'arrêt contre l'avocat Boriglione qui réussit de justesse à s'enfuir et à traverser la frontière. L'Assemblée, délocalisée à Bordeaux, se réunit en séance préliminaire dans le théâtre de cette ville. Garibaldi avait connaissance des événements de Nice et savait que la chambre où siégeaient beaucoup d'orléanistes, de légitimistes cléricaux et de bonapartistes lui étant hostiles,
allait l'invalider sous le prétexte qu'il était italien, malgré les services qu'il rendit à la République. Garibaldi, à l'Assemblée, se dirigea vers le président et lui remit 2 billets qu'il déplia et les lut avec satisfaction. Au ministre de la guerre, ayant été honoré par le gouvernement de la défense nationale du commandement d'un corps d'armée, et voyant ma mission terminée, je demande ma démission. Signé Garibaldi. Au président de la Chambre, pour remplir un dernier devoir envers la République, je suis venu à Bordeaux où siègent les représentants de la nation, mais je renonce au mandat dont m'ont honoré mes divers départements. Signé Garibaldi. Garibaldi privait ainsi les députés monarchistes et conservateurs, majoritaires dans l'Assemblée, du plaisir de lui infliger l'affront qu'il projetait de lui faire. Il laissera échapper à mi-voix « Ingrate France ». Lorsque la séance fut close, les députés quittèrent l'Assemblée sous les insultes du public venu assister à la séance, tandis que Garibaldi fut ovationné. Et les gardes nationaux, n'oubliant pas, contrairement aux députés, les services rendus par Garibaldi, se mirent au garde à vous et lui présentèrent les armes à son passage. Émile Zola condamna violemment les députés de Bordeaux, et Victor Hugo, lui aussi élu député, interpella le 8 mars tout aussi violemment ses collègues à la Chambre. Protestant contre l'affront fait à Garibaldi, décida, dans un discours dont il avait le secret, de démissionner à son tour. Je ne dirai qu'un mot. La France vient de traverser une épreuve terrible, d'où elle est sortie sanglante et vaincue. On peut être vaincu et rester grand. La France le prouve. La France, accablée en présence des nations, a rencontré la lâcheté de l'Europe. De toutes ces puissances européennes, aucune ne s'est levée pour défendre cette France qui tant de fois avait pris en main la cause de l'Europe. Pas un roi, pas un État, personne. Un seul homme excepté. Où les puissances, comme on dit, n'intervenaient pas, eh bien un homme est intervenu. Et cet homme est une puissance. Cet homme, messieurs, qu'avait-il? Son épée. Et cette épée avait déjà délivré un peuple. Il a pensé, il est venu, il a combattu. Je ne veux blesser personne dans cette assemblée, mais je dirais qu'il est le seul des généraux qui ont lutté pour la France, le seul qui n'ait pas été vaincu. Je vais vous satisfaire, messieurs, et aller plus loin que vous. Il y a 3 semaines, vous avez refusé d'entendre Garibaldi. Aujourd'hui, vous refusez de m'entendre. Cela me suffit. Je donne ma démission. L'invalidation de Garibaldi provoquera la colère des Niçois. Maigre consolation pour Nice, le préfet Dufraisse fut également invalidé par l'Assemblée suite aux déclarations de Picon qu'il accusa d'être responsable des émeutes. Plus tard, le député Bergondy se suicida. Selon la version officielle, il était mélancolique ou avait des problèmes familiaux. Quant à Picon, il dut faire profil bas pour ne pas être invalidé et eut à subir les moqueries des députés français qui brocardaient férocement son action niçois. Auguste Reynaud, soutien du comité niçois, et Alfred Boriglione, eux aussi finirent par se faire petits. Ils deviendront cependant chacun d'eux maire de Nice. À la suite de ces événements, le processus de francisation des Niçois, commencé en 1860, se renforça et sera plus brutal encore. Le séparatisme était décapité, pour un temps et en apparence du moins. Désormais, vous ne pourrez plus dire « je ne savais pas » et ainsi voir votre histoire sous un angle différent. Nous ne manquerons pas de vous proposer dans un futur proche une émission sur les conditions de l'annexion du comté de Nice par la France. Continuez à nous suivre et à vous abonner à la chaîne Païs TV, votre télévision libre. À bientôt!